Le Mékong est appelé par les Vietnamiens fleuve des 9 dragons, car il s'y divise en 9 fleuves, formant ainsi un delta. Situé à l'extrême sud du Vietnam, le delta du Mékong est la région où le Mékong finit sa course en se jetant dans la mer de Chine. Ce territoire est désormais l'un des plus fragiles de la planète. À cause du dérèglement climatique, une partie de la région devrait sombrer sous les eaux. 18 millions de personnes y vivent. Écouter la pulsation du vivant, c'est entendre la voix de 9 dragons qui se meurent. Écouter la pulsation du vivant, c'est regarder les invisibles, les oubliés, les damnés de la terre. Je veux quand même vous parler d'Accra. D'Accra, capitale du Ghana, où il est un quartier connu sous le nom d'Agboblochi. Des scientifiques estiment qu'il s'agit de l'endroit le plus pollué du monde. Des dizaines de milliers de personnes vivent là, dans une immense déchetterie, à ciel ouvert, au milieu des immondices d'une société de consommation qui se refuse à eux. Des hommes, et souvent des enfants, s'évertuent à trier et démanteler ces déchets pour vendre ce qui peut être recyclé. Les femmes, elles, essayent de survivre dans des activités de commerce informel ou finissent par se prostituer, vendant leur corps pour une bouchée de pain. Les travailleuses et les travailleurs d'Agboblochi survivent dans des conditions indignes. La plupart d'entre eux ont de graves problèmes de santé. La zone est constamment noyée sous les fumées toxiques des déchets que font brûler les Burner Boys, ces hommes qui passent leur jour à brûler les rebuts d'un capitalisme de gabegie. Alors, chers amis, je vous le demande, qui a dit que l'écologie était un souci de riches ? À Accra, au Ghana, les pauvres meurent de notre surconsommation et du saccage de leur environnement. Et j'aurais pu choisir 1000 autres endroits, tant la justice environnementale est partout en berne. La vie sur la planète est en état de siège et nous regardons ailleurs. Les forêts brûlent et nous regardons ailleurs. Des espèces disparaissent en masse et nous regardons ailleurs, distraits de l'essentiel par des accessoires érigés en totems. Écouter la pulsation du vivant, c'est faire taire un instant le bruit des notifications de nos téléphones portables. Écouter la pulsation du vivant, c'est choisir de se détourner des chaînes d'infos de Bolloré qui déversent leur poison dans nos imaginaires pour regarder ce qui compte vraiment. C'est comprendre que nous sommes faits de la matière du monde et que ce monde est beau. C'est comprendre que la vie est un miracle fragile qui ne tient en somme qu'au frottement des ailes d'une abeille. C'est tendre enfin l'oreille pour entendre de nouveau les sons de la nature, l'appel de la forêt, le roulis de l'océan et le bruyant silence des glaciers. Ressentir les pulsations du vivant, c'est soudain se rendre compte que le chant des oiseaux, depuis longtemps, n'habite plus nos journées. C'est prendre conscience de notre infinie vulnérabilité. Nous sommes mortels, ô combien mortels. Aucune application, non aucune, issue de la Silicon Valley ne changera rien à l'affaire. Aucune intelligence artificielle ne pourra nous exonérer de nos responsabilités. L'heure de nous-mêmes a sonné. Faire taire la voix du renoncement et ressentir en soi les pulsations du vivant, c'est fermer les yeux et écouter le battement de nos cœurs pour se préparer à mener bataille. Et quelle bataille ? Parce que la campagne européenne qui s'ouvre, ce ne sera pas un dîner de gala. En 2019, on l'a dit, nous étions rassemblés derrière un certain
Yannick Jadot. Alors merci à toi Yannick d'être là ce soir. Ta présence est une escorte bienveillante et fraternelle. Elle m'oblige, elle nous oblige. Merci à toi de me passer le relais dans cette course qui est à la fois une course contre la montre face à l'urgence climatique et une course de fond pour transformer en profondeur nos sociétés, prisonnières d'un productivisme tellement ancré dans nos têtes et dans nos vies que prétendre le dépasser semble parfois impossible. Nous ne renonçons pas parce que les choses sont difficiles. Dans l'adversité, nous puisons de la détermination. Alors, au combat, camarades. Alors, au combat, Marine. Au combat, Éric et les autres maires que je ne peux tous citer. Au combat, Sandrine et les parlementaires. Au combat. Au combat, vous. Au combat, nous. Et les jeunes écologistes. Les jeunes écologistes, vous que j'aime tant, qui me donnez de la force, de l'énergie, de la joie, au combat ensemble pour la justice et le vivant. Je reviens à notre bataille. En 2019, on a profité d'un contexte politique et social assez porteur pour l'écologie politique. Rappelez-vous les marches climat, où nous partions le cœur léger et le bagage mince, bien décidés à empoigner la vie, comme dirait l'autre. Rappelez-vous des appels de Greta Thunberg, de son audace, de son courage et de l'incroyable vent de fraîcheur et d'espoir qu'elle avait fait souffler sur la planète. Rappelez-vous de l'affaire du siècle. Cette action en justice contre l'État français pour inaction climatique, soutenue par une pétition signée par plus de 2 millions de citoyennes et de citoyens. Mais d'une certaine manière, cette liste verte sur laquelle j'ai eu l'honneur d'être élue était le débouché politique naturel de toute cette effervescence citoyenne. On a fait campagne avec le vent dans le dos. Mais cette fois, et je veux vous le dire avec solennité, cette fois, nous allons faire campagne avec le vent de face. Et c'est un vent mauvais qui souffle sur l'Europe. Alors rien ne sera simple. La montée des populismes continue. La victoire de Geert Wilders aux Pays-Bas est le signe inquiétant d'une banalisation du pire. C'est la victoire du climato-scepticisme associé aux plus viles pulsions identitaires. Ce cocktail national climato-sceptique est la potion amère qu'il veut faire avaler à tout le continent. Son carburant, c'est le ressentiment. Son véhicule, c'est la colère. Son projet, le rejet de l'autre et le retour à un âge d'or imaginaire. Partout en Europe, déjà, des clones haineux rêvent de rééditer la performance. En France, Willy Schren, l'homme qui aime tuer, associé à Terry Coste, l'homme qui aime faire tomber les écologistes et qui se vante d'être le conseiller ruralité d'un certain Emmanuel Macron, fomente déjà une liste. Ils se prétendent les défenseurs de la ruralité. Alors je leur dis chiche, ouvrons le débat publiquement sur le monde rural, défendez votre vision et nous rappellerons comment le modèle que vous défendez est une catastrophe environnementale et sociale. Nous rappellerons que c'est votre amour de l'agro-industrie qui détruit les emplois paysans et que c'est la PAC que vous défendez qui subventionne les gros et laisse mourir les petits. Nous, c'est simple, nous ne voulons pas d'une France sans paysans. Nous ne voulons pas d'une Europe sans paysans. Alors nous allons continuer à nous battre, comme nous savons le faire, pour faire vivre un autre modèle agricole qui respecte, qui conjugue respect du vivant et défense de notre souveraineté alimentaire. Et merci à Benoît Biteau pour incarner ce combat.
L'extrême droite présente des visages différents selon les contextes nationaux. Pour tout vous dire, ses masques varient, ses stratégies fluctuent, mais son programme commun, lui, est constant. La haine des étrangers, accusée de tous les maux, la remise en cause des droits fondamentaux, supposés affaiblir la nation, la confiscation de l'idée nationale pour mieux la resservir sous une forme rancie, le révisionnisme historique pour fracturer les imaginaires, le populisme pour chevaucher les peurs, la convocation d'un monde ancien pour défendre un ordre nouveau. Partout, ils remettent en cause les droits des migrants à trouver une vie meilleure, le droit des femmes à disposer de leur corps et le droit des personnes LGBTQI+, à vivre leur amour librement. Ce sont les ennemis de la liberté. Et face à eux, nous défendrons les droits humains sans coup férir, parce que les discriminations nous sont insupportables, qu'elles soient basées sur le genre, sur l'origine, la religion ou la classe sociale. L'extrême droite est d'autant plus forte que la droite est faible. Intellectuellement morte, culturellement sous influence, politiquement en état de sidération, la droite est partout tentée de céder à l'extrême droite pour préserver un peu de ses positions. Ce n'est pas ma famille politique, mais je veux dire à la droite républicaine qu'au bout de ce chemin du déshonneur, il n'y a pas seulement la honte, il y a aussi la défaite. Alors, droites européennes, ressaisissez-vous. Et vous, femmes et hommes de droite, de tout le continent, ne laissez pas vos chefs inscrire leur nom et le vôtre au fronton des trahisons. Parce qu'il vous reste un peu d'estime de vous-même et que l'intérêt général laisse un soupçon d'empreinte dans vos consciences, refusez de vous laisser embarquer dans la croisade anti-climat de la droite et de l'extrême droite. Vous aussi, écoutez les pulsations du vivant. Elles valent bien davantage qu'un compte en banque bien rempli ou qu'une villa bien située. Et amis écologistes, vous allez me reprocher de m'adresser à la droite. Je ne suis pas naïve, mais je crois vraiment à la puissance de l'écologie. Et un jour viendra, chers amis, un jour viendra où nous aurons conquis les esprits du dernier des mohicans du libéralisme. Et en attendant, si je vous parle aussi longuement de l'extrême droite et de la droite, c'est qu'au Parlement européen, l'union des droites se fait sur le dos de l'écologie. C'est simple, nous défendons le vivant, ils l'agressent. Nous défendons l'avenir, ils l'enterrent. Voilà la vérité nue. Et ces dernières semaines ont été absolument terribles pour l'écologie et pour la démocratie. Terribles pour l'écologie d'abord, parce que cette alliance anti-écologie a décidé de la prolongation du glyphosate pour 10 ans, de l'abandon de la législation contre les substances toxiques et de réintroduire les OGM à grande échelle partout. Le tout, avec trop souvent, il faut le souligner, la complaisance des macronistes, comme le commissaire Thierry Breton, toujours à la manœuvre quand il s'agit d'empêcher l'interdiction de substances dangereuses. Tous se sont alliés pour faire en sorte que l'Europe ne sorte pas de la civilisation des toxiques. C'est la civilisation des empoisonneurs, la coalition des empoisonneurs. Et je pèse mes mots, la coalition des empoisonneurs. Parce que comment nommer autrement ceux qui connaissent la toxicité des produits, la nocivité pour la santé, les conséquences potentielles pour nous et nos enfants et choisissent de poursuivre dans la voie de l'intoxication lente et de la pollution éternelle de notre continent, de ses sols et de ses eaux, et donc finalement de nous-mêmes. Alors ils mentent pour masquer leurs méfaits, mais il est temps que les masques tombent. Et nous allons, nous, écologistes, les mettre face à leurs responsabilités. Monsieur Bardella, nous connaissons vos votes et nous ferons campagne en vous posant une question. Comment prétendre défendre les Français quand on vote pour la prolongation des substances qui les empoisonnent? Et ce qui se passe au Parlement européen, ce grand recul, cette alliance, ce n'est pas seulement un problème pour l'écologie, c'est un problème pour la démocratie. Tous les reculs de l'écologie sont imposés par les lobbies. Des lobbies puissants, influents, qui n'hésitent pas à manipuler des études et à acheter les consciences chaque fois qu'ils le peuvent.
Les multinationales des pesticides tuent en réalité 2 fois. La première, en déversant leurs substances toxiques dans la nature. Et la seconde, en déversant leur argent frelaté dans le dévoiement de la démocratie. Quelles que soient ces options politiques, aucun démocrate ne devrait tolérer une telle ingérence dans des décisions qui déterminent notre existence. Nous devons tout simplement mettre les lobbies à la porte des institutions européennes. Alors je parle de lutte contre les lobbies et je pense à la grande Eva Joly. Et je pense aussi évidemment à Michel Rivasi, que nous n'avons pas fini de pleurer ensemble. Michel, dont le départ soudain nous laisse sonner, hébété par la violence de l'inattendu, abattu par la tristesse qui nous serre la gorge. Michel, c'est bien la première fois que tu nous quittes sans nous dire au revoir, tant ta première qualité était d'être tellement chaleureuse. Et quand je me tais, j'entends ta voix, j'entends ton timbre inimitable, j'entends tes emportements, tes harangues contre les lobbies que tu détestais tant et qui te le rendaient si bien. Leur sommeil est certainement plus léger maintenant que le tien est définitif. Ils savent, sûrement eux plus encore que nous, le travail que tu as accompli pour les bouter hors de nos vies. Ils savent combien tu étais redoutable pour eux, eux qui n'ont pas hésité à te faire espionner avec d'autres camarades, parce que toi, tu te dressais sur leur chemin. Michel, combien de leçons ton parcours nous a enseignées. Le combat continue sans toi, parce que tu n'aurais pas toléré que nous faisions une pause, ne serait-ce qu'un instant. Avec toi, nous ne perdons pas seulement une amie, une parlementaire, nous perdons un guide. Alors humblement, nous mettrons nos pas dans les tiens. De là où tu seras, continue de nous inspirer et nous allons, dans cette campagne, suivre ton exemple et ne rien lâcher. Alors les hommes et les femmes qui composent notre liste, je peux vous le garantir, elles et ils ont bien l'intention de défendre le vivant et la justice de toutes leurs forces. Je crois en elles, je crois en eux, et je vous demande de leur apporter à toutes et tous votre plein et entier soutien. Merci pour eux. Les sortants, je les connais, vous les connaissez, vous connaissez leur combat, leur qualité, leur acharnement à faire entendre la voix de l'écologie dans l'hémicycle et dans les territoires. Alors, j'ai cité Benoît, mais je peux aussi citer David Cormand, qui est là, qui est où ? Qui a fui. C'est pas grave. Mounir Satouri, Claude Gruffat, Caroline Rose. Il est là. Merci David. David Cormand. Et je veux aussi saluer tout le travail accompli par l'inépuisable Karima Delli. Et puis il y a les entrants. Les entrants, vous allez apprendre à les connaître. Mélissa, Majdouline, Abdoulaye, Priscilla, Amine, Rachel, Régis, Christian et Stéphanie. Merci à elles et eux, merci de composer l'une des plus belles listes de l'histoire de l'écologie politique. Merci d'incarner le renouveau de l'écologie, le brassage entre les générations,
l'ouverture à la société, l'engagement militant et puis quand même l'espoir d'un bon score. Nos adversaires sont les pires des démagogues. Nous avons donc le devoir d'être les plus patients des pédagogues. Il faut chercher chaque voie comme si c'était le dernier jour de combat et recommencer chaque matin comme si c'était le premier matin du monde. Est-ce que vous y êtes prêts? J'espère, parce que vous le savez, les choses sont simples. Nous n'avons pas le droit de perdre la bataille que nous menons. L'Europe doit devenir le continent de la sauvegarde écologique, la terre pionnière de l'adaptation au dérèglement climatique, le fer de lance de la bataille planétaire contre la destruction du vivant. Elle le peut parce que c'est une puissance économique. Elle le doit parce que c'est sa responsabilité historique. Et parce que nous savons ce qui se joue, parce que notre sensibilité nous renseigne, parce que notre compréhension nous alerte, nous sommes l'armée du vivant. Nous menons l'éternelle lutte du savoir contre l'obscurantisme en combattant les faux arguments des légions climato-sceptiques. Nos armes ne blessent pas, elles soignent. Nos armes ne tuent pas, elles sauvent. Notre écologie n'est pas un identitarisme, mais un universalisme. Et je ne parle pas ici d'un universalisme confisqué par une vision autocentrée d'un Occident préoccupé de son seul sort. Je défends un universalisme qui, ayant appris des leçons de son histoire, est désormais enraciné dans la modestie et sait que seul le singulier est universel. L'Europe a beaucoup conquis, beaucoup colonisé, beaucoup exporté la violence pour fonder sa puissance. Elle ne sera grande désormais qu'à hauteur de ce qu'elle devra apporter à l'équilibre de la planète. Parce que notre Europe n'est ni spoliatrice, ni prédatrice, ni usurpatrice. Les valeurs qu'elle prône pour le monde, elle doit se les appliquer d'abord à elle-même. Notre écologie est une cosmopolitique qui postule l'unité du vivant, reconnaît les droits de la nature et une conscience pour les animaux. Oui, la condition animale nous importe, n'en déplaise au cœur sec qui nous moque. Que nous parlions des compagnons de tous les jours, auxquels nous devons tendresse et affection, ou des animaux d'élevage, nous réclamons pour chacun la fin de la souffrance animale, la fin de l'arbitraire qui les frappe et que cesse enfin la barbarie qui les tue. Oui, nous défendons les chiens, les chats, les dauphins. Et oui, nous défendons aussi les veaux, les vaches et les cochons et tous les animaux qui meurent dans des conditions indignes, dans des abattoirs pour le plus grand profit d'un système agro-industriel qui a perdu le sens de la mesure et qui ne cherche qu'à optimiser ses propres profits. La loi du profit règne partout en maître, mais choisir de défendre le vivant, c'est exprimer que quelque chose est au-dessus des forces de l'argent. Le marché est un outil, pas une ligne de vie. Il est un moyen et non pas une fin. Il ne peut dicter ses exigences et les ériger en loi des lois. Je vous le demande, chers amis, comment peut-on accepter une Europe où l'accumulation de la richesse est devenue l'objectif ultime? Alors je propose que la lutte contre la pauvreté devienne enfin la colonne vertébrale du projet européen. Je propose la création d'un droit de veto social, qu'aucune mesure portant atteinte aux conditions d'existence des 10% d'Européennes et d'Européens les plus pauvres ne puisse jamais être adoptée. Parce qu'une Europe qui néglige les plus pauvres et agit sans recueillir leur avis, agit forcément contre eux. Nous voulons faire entendre la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas, celles et ceux qu'on ne voit pas, celles et ceux qu'on ne considère pas. Et surtout, nous voulons faire que la vie de millions d'Européennes et d'Européens soit plus douce. La douceur, voilà notre horizon. Alors à cette évocation, certains d'entre vous sourient.
Elle continue avec son truc de la douceur. Ben oui, je continue, et je ne fais que commencer. Et vous savez, une salle de camarades insoumis a cru bon de me siffler cet été parce que je défendais cette idée de la douceur. J'imagine que les applaudissements sont des applaudissements de soutien et que les... Bon, mais vous savez, Manon Aubry, elle m'a envoyé un SMS après qui disait en substance, je vous fais court, sans rancune. Mais sans rancune, Manon, et sans naïveté. J'ai proposé un pacte de non-agression, non par faiblesse, mais par conviction. Et je le répète, je ne participerai pas à la guerre des gauches. Mais ça n'empêche pas de se parler franchement. Je disais donc que ça n'empêche pas de se parler franchement. Alors, j'ai une question. Enfin, je veux demander une chose à Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, si tu m'entends, est-ce que tu peux demander à Carole Delga d'arrêter de soutenir la 69 ? Parce que c'est pas compatible avec l'écologie, pas compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique et pas compatible avec les pulsations du vivant. Bon, les doubles discours sur l'écologie, ça suffit. Macron, il a déjà épuisé l'exercice, quand même, il faut se le dire. Lui qui se veut le champion de l'écologie dans les grandes COP, en dehors de nos frontières, et qui agit si peu et si mal en France et en Europe. Le temps du blabla, il est révolu. Le climat demande des actes. Et l'écologie, c'est pas juste des threads sur Twitter, c'est un combat de tous les instants, c'est le combat d'une vie, et on ne peut pas dire une chose en région et une autre à Bruxelles. J'en reviens à la douceur. Pourquoi devrions-nous nous excuser d'avoir choisi le camp de la douceur ? C'est la misère de notre temps qui inverse la courbe des valeurs et fait de la vertu des vices. Et je redis ici que la douceur est politique parce qu'elle refuse que la force fasse la loi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la perspective que j'ouvre, vous avez même le droit de le dire. D'ailleurs, on m'a alertée en me disant « Marie, le discours sur la douceur, il n'est pas adapté à la période. » Je réponds « Ne vous méprenez pas. Il n'y a pas de meilleur moment pour parler de la douceur que quand la violence étend un voile spectral sur notre avenir. » Croyez-vous que j'ignore les épreuves de la vie ? Croyez-vous que je n'ai jamais vu la misère de mes yeux ? Croyez-vous que face aux injustices du monde, je n'éprouve jamais de colère ? La colère est partout et la justice est nulle part, je le sais. Nous vivons même dans l'âge de la colère. Mais j'observe ceci. Quand elle déborde de son lit, ce n'est jamais nous que la colère porte au pouvoir, mais au contraire les pires populistes, les pires réactionnaires, ceux qui hurlent pour se faire entendre, ceux qui font de l'intimidation et de la menace une politique, ceux qui font de la haine un projet de civilisation. Et face à cela, je vois bien la tentation des matamores qui montrent les muscles dans une escalade verbale jamais achevée. Je connais les ruses de la raison bourgeoise qui consistent à se donner des airs populaires en criant plus fort que les autres, comme si les mauvaises manières venaient d'en bas. Eh bien, je vais vous dire, en bas, à la vérité, on sait se tenir. Et le peuple, il veut le respect, point barre. Pas le désordre entretenu, pas les vaines polémiques, pas le désolant spectacle politique d'un monde politique imbu de lui-même et boursouflé d'ego. Vous savez, c'est par la tête que le poisson pourrit, et ce sont les mauvais comportements des élites qui inspirent en cascade chaque strate de notre société. Alors pourquoi ? Pourquoi devrais-je choisir la vocifération comme mode d'expression ? Pourquoi devrais-je faire du tohu-bohu une marque de fabrique ?
Pourquoi fustiger Hanouna et Pascal Praud si c'est pour parler comme eux? Je ne crois pas que nous avons à gagner à encourager le triomphe des passions tristes, la politique du clash et le règne du ressentiment. Je crois même, honnêtement, que nous avons tout à y perdre. Résister à la médiocrité de l'ère du temps est un devoir civique, donc je persiste et je signe. Notre monde a besoin de douceur. La douceur, c'est celle qui délaisse les premiers de cordée et qui accorde sa sollicitude aux plus humbles. La douceur, c'est le refus de la violence sociale qui humilie toujours les mêmes, casse le dos des humbles, use les vies des pauvres. À la force de la violence, nous opposons la puissance du soin, la vigilance du care. Le care est une idée neuve en Europe. Au lieu de se gargariser d'une idéologie où la guerre de tous contre chacun est la matrice du modèle social, nous autres misons sur la civilisation de l'entraide. Voilà le combat que nous venons mener en Europe et c'est pour cela que nous souhaitons la réorienter. La mère des batailles, c'est l'économie. J'en parlerai beaucoup dans cette campagne, je ne serai pas la seule, un certain nombre de colistières et de colistiers aussi. Et je n'en dirai que quelques mots ce soir, mais pour aller vite, sans transformation de notre modèle économique, il n'y a pas d'adaptation possible au dérèglement climatique. Quelle est la situation? Eh bien, 6 limites planétaires sur 9, 6 sur 9, sont dépassées. Notre modèle économique doit donc nécessairement faire face à une réalité indépassable. Une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Une économie financiarisée à outrance et déconnectée des réalités pense aujourd'hui pouvoir poursuivre dans une fuite en avant qui nous mène au désastre social et environnemental. Nous, écologistes, eh bien, nous sommes les plus réalistes. Nous défendons au contraire le fait de réencastrer l'économie dans les limites planétaires. Ce qui, en matière de travaux pratiques, implique de sortir des énergies fossiles. Et ce n'est pas un petit enjeu, nous avons besoin d'une mobilisation générale des forces productives et économiques en faveur du climat. J'ajoute que c'est un effort de longue haleine. On ne peut donc pas vraiment parler d'économie de guerre climatique, ou alors c'est une guerre qui durera 100 ans, parce que sauver le climat, préserver les possibilités de la vie sur Terre, c'est l'affaire du siècle. La question climatique est à la fois une question de responsabilité collective et de responsabilité individuelle. Personne ne doit se défausser, personne ne doit justifier son inaction par celle d'autrui. Nous disons, et c'est l'une des leçons du mouvement des Gilets jaunes, que la transition écologique doit se faire dans la justice sociale. Et puisque la question du financement de la transition est sur la table, nous formulons, en particulier avec Claude, une idée simple, celle de la création d'un ISF climatique européen pour mobiliser l'argent des plus riches au service de l'intérêt général écologique. Alors on ne dit pas que ça réglerait tout, mais la mécanique vertueuse ainsi enclenchée aurait valeur d'exemplarité tout en fournissant des sommes conséquentes pour la transformation climatique et écologique de l'Europe. Alors oui, nous sommes volontaristes et oui, nous l'assumons. Sauf que quand les écologistes demandent que les grandes entreprises soient tenues responsables de leurs atteintes aux droits humains ou à l'environnement, on nous rétorque que nous sommes contre l'économie. Emmanuel Macron en particulier met tout en œuvre pour que le devoir de vigilance ne s'impose pas aux banques. Mais comment sauver le climat si les banques continuent à investir dans des projets climaticides?
Je refuse de voir les banques de mon pays mobiliser leurs fonds pour investir dans des bombes climatiques aux 4 coins du globe. Je refuse de voir une grande entreprise comme Total, qui nous ment depuis 1972 sur les conséquences de sa politique industrielle, continuer à s'acoquiner avec des dictatures pour prolonger le plus longtemps possible son modèle écocidaire. Je refuse que l'Europe racle le coche de l'adaptation au dérèglement climatique parce que quelques lobbies ont décidé que nous devions rester prisonniers des énergies fossiles, et c'est là tout l'enjeu de la COP28. La réalité, c'est que nous n'avons rien compris à la guerre en Ukraine. Cette guerre a révélé toutes nos fragilités. En premier lieu, notre faiblesse géopolitique, faute d'avoir une politique de défense commune réellement unifiée. En second lieu, notre faiblesse démocratique, parce que notre pseudo-réel politique a permis à Vladimir Poutine de pousser ses rêves teintés de nostalgie impériale et de nous mener une guerre informationnelle sur les réseaux sociaux, mettant ainsi en péril notre droit à l'information. En dernier lieu, cette guerre a mis en exergue notre soumission énergétique à la Russie au travers de notre dépendance au gaz russe. Il n'y a donc pas d'un côté les enjeux géopolitiques et de l'autre côté la lutte pour le climat, mais bel et bien une géopolitique du climat et des ressources à forger si l'Europe tient à sa souveraineté et si la France tient à son indépendance. Je vous le disais, nous n'avons rien appris de la guerre en Ukraine. Au contraire, nous nous sommes précipités dans les bras de l'Azerbaïdjan pour bénéficier de leur gaz, au moment même où ils planifiaient, puis perpétraient, une épuration ethnique dans le Haut-Karabakh. L'Arménie, qui a déjà tant et tant souffert, a été une nouvelle fois abandonnée à son sort, sacrifiée pour des intérêts gaziers. C'est une tâche indélébile, sur le mandat de Madame von der Leyen et sur l'honneur européen. J'arrive à la fin de mon discours et je veux dire encore quelques mots, peut-être les plus importants dans les heures troublées que nous vivons. Et je veux vous parler de la paix. L'Europe ne peut oublier qu'elle est une puissance de paix. Défendre les pulsations du vivant, défendre la possibilité du vivant, c'est défendre la paix. Notre histoire est celle d'un continent qui, ravagé par les guerres, divisé par des blessures profondes, couturé de cicatrices ineffaçables, a choisi de dépasser enfin les antagonismes nationaux pour construire la paix. Que de vies sacrifiées, que de vies amputées par la guerre raccourcie, que de consciences endolories, que de crimes irréparables commis avant que l'esprit d'unité ne l'emporte sur les légions de la division. Au sortir de 2 guerres qu'on a appelées mondiales, les peuples d'Europe ont choisi de s'unir pour que plus jamais le fléau de la guerre ne les frappe. Le chemin fut long, hasardeux, semé d'embûches. L'Europe, c'est le continent de la paix impossible et pourtant réalisée. Et c'est à cette lumière que j'observe le conflit israélo-palestinien. L'Europe ne doit suivre qu'une seule boussole, celle de la paix, et il en va de même pour la France. Alors on m'a dit « Marie, tu tweets peu à ce sujet ». Et c'est vrai. Je connais trop le poids des mots pour penser que 180 signes écrits dans la précipitation n'ajouteront pas au malheur du monde. J'envie celles et ceux qui vivent engoncés dans leur certitude et qui pensent que la vérité dort dans un seul lit. Je vois monter des haines, je vois les métastases du ressentiment gangréner des mouvements militants, défaire des amitiés, abîmer des luttes qui ne seront plus jamais communes. Je vois la peste antisémite, jamais abolie, ressurgir avec une vigueur qui me dégoûte. Je vois l'indifférence à la souffrance palestinienne, la négation du fait colonial, la volonté de justifier l'injustifiable. Je vois confondre la justice avec la vengeance. Je vois la guerre sur les réseaux sociaux, les géopoliticiens d'occasion, les spécialistes d'opérette. Je vois la guerre de position qui défigure l'humanisme jusqu'à le rendre inenvisageable parce que chacun pense que ses morts
pèsent plus que ceux d'autrui. Je vois la négation du viol utilisée comme arme de guerre. Et je me revois, adolescente, avec un kéfier enroulé autour du cou, comme tant d'autres de ma génération. Pouvais-je seulement imaginer ce que nous avons vécu le 7 octobre 2023 ? 2 jours après le 7 octobre, j'ai tweeté une image, celle d'une photo qui a été prise lorsque j'avais 6 ans. C'est une image des accords d'Oslo, où on voit Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se serrer la main. Eux ont cru en une paix impossible. Alors qui sommes-nous pour refuser d'y croire ? Mon camp, c'est celui de la paix impossible, parce qu'il m'est impossible de prendre un autre parti que celui de la paix. Sans justice, il n'y aura jamais la paix. Et sans la paix, il n'y aura jamais de sécurité. Alors je demande non pas une trêve, mais un cessez-le-feu. Je demande la libération des otages. Je demande que la CPI puisse entrer dans Gaza. Je demande que les colons de Cisjordanie cessent leurs crimes, comme j'ai demandé que le Hamas cesse ses pogroms. Et politiquement, je demande de toutes mes forces, de toute mon âme, une solution à 2 États. C'est le chemin le plus étroit, mais le plus juste. Alors, chers amis, mon discours a commencé dans le Mékong et s'achève au Moyen-Orient. Tout simplement parce qu'on ne lutte pas pour le vivant et la justice dans un seul pays. Je cite Fanon, qui disait « Ô mon corps, toujours fait de moi un homme qui s'interroge. » Et parfois, la femme que je suis s'interroge. Parfois, j'hésite. Et dans ces moments-là, mes boussoles, ce sont les mots de l'abécédaire que mes amis ont égrenés au début de ce rassemblement pour le vivant. Humanisme, justice, protection, paix, avenir, solidarité. Voilà les boussoles qui doivent nous orienter dans les temps troublés que nous traversons. Voilà pourquoi je me bats en suivant le sillage de mes parents militants d'ATD Quart Monde, l'association qui m'a tout appris de la dignité et du respect dû à toute une chacune et tout un chacun. Voilà ce que je défendrai dans la campagne pour laquelle vous m'avez désigné. Voilà ce que nous porterons ensemble pour une Europe de la justice et du vivant. Alors, écoutez la voix de votre conscience, écoutez les pulsations du vivant et mettez-vous en mouvement. Demain nous appartient.